Bonjour chers élèves, c'est M. El Hadj Malick Dieng, professeur d'histoire et géographie au lycée Guignabo et en même temps professeur d'histoire et géographie au collège Marie Curie. Donc la leçon du jour ici va porter sur les causes générales de la colonisation, qui est la leçon numéro 4 du programme d'histoire de la classe de terminale. Donc comme vous le savez, la décolonisation est le processus historique par lequel des populations dominées par une puissance étrangère accèdent à l'indépendance politique, c'est-à-dire à la souveraineté nationale. La décolonisation est un processus fort ancien qui s'accélère depuis 1945. Tout le monde sait que 1945 est une date très importante. C'est à partir de cette date qu'on va voir que les peuples colonisés vont tout simplement accélérer leurs demandes pour accéder à la souveraineté, mais aussi à l'indépendance vis-à-vis de leurs anciens maîtres qu'on appelle les puissances coloniales. En effet, il faut savoir que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, on assiste à la disparition des grands empires coloniaux. Ce mouvement d'émancipation des peuples colonisés est dû à une série de facteurs, les uns relevant de la vie intérieure des peuples dominés, qu'on appelle les causes internes, les autres de l'influence de certains événements extérieurs, qu'on appelle les causes externes. On va commencer par les causes internes de la décolonisation. Donc pour commencer par cette partie, on va d'abord définir qu'est-ce qu'une cause interne. Par cause interne de la décolonisation, chers élèves, il faut comprendre l'ensemble des événements ayant rendu possible le processus de la décolonisation et qui sont à rechercher au sein des territoires coloniaux. Et on va tout simplement revisiter ces causes. On va commencer par la première cause qu'on appelle les contradictions internes du colonialisme. Donc il faut savoir que la colonisation est victime de ses propres contradictions. En effet, dans sa mission civilisatrice, l'Europe a inculqué des idéaux de liberté, d'égalité et de justice aux peuples colonisés sans toutefois les appliquer. La mise en place de l'administration coloniale, l'effort de guerre, la création de certaines institutions, la formation des cadres africains et les pratiques ségrégationnistes ont alimenté une grande prise de conscience au sein des colonisés. Ces derniers dénoncent la langue, les pratiques et la civilisation du colonisateur, affirment leur identité et affichent leur désir de se libérer. Ceci va vite favoriser une prise de conscience et l'éclosion d'un sentiment national. Donc la deuxième cause va porter sur l'essor du nationalisme et les groupes de pression de la décolonisation. D'abord, l'essor du nationalisme. Il faut savoir que c'est, comme on a l'habitude de le dire, le sentiment national va naître au niveau des colonies. Cela veut dire quoi? Ce sont des Africains qui ont dit qu'eux aussi, ils veulent faire comme les Européens, avoir leur nation. Et ces nations-là ne seront pas dirigées par les Européens, mais dirigées par les intellectuels africains. D'autant plus que ces derniers ont eu la chance de fréquenter les grandes universités européennes, qui ont eu la chance d'avoir ce qu'on appelle quoi? Une très bonne formation dans presque tous les domaines. Ils ont dit quoi? Qu'ils ont les prérogatives et ils ont même les compétences de diriger ce qu'on appelle leur nation. Mais il faut savoir que les syndicalistes, n'est-ce pas, et les intellectuels ont joué aussi un rôle important dans l'essor du nationalisme dans les territoires dominés. Les syndicats ne sont pas seulement limités, comme on le sait d'habitude, à des revendications concernant les conditions de travail, mais ils ont œuvré tout simplement pour la liquidation du régime colonial à travers des organisations comme la CGT, le JUTAN et la FO, etc. Ces syndicats sont soutenus, tout le monde le sait, par des partis politiques. Donc là, on voit, n'est-ce pas, dans cette décolonisation, deux éléments qui n'ont pas peut-être les mêmes objectifs, n'est-ce pas, se réunir pour tout simplement participer à la liquidation, à la fin, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle quoi? La colonisation. Donc, comme on le dit, n'est-ce pas, ces syndicats sont soutenus par des partis politiques, créés de nouvelles élites formées dans des universités occidentales. Donc, ces élites-là vont tout simplement prendre en charge la revendication. On peut citer tantôt Sékou Touré de la Guinée-Conakry, qui vient du syndicalisme ouvrier. On peut citer Nehru de l'Inde. On peut citer Fer Abbas de l'Algérie, Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et de la bourgeoisie locale comme Mohamed Sukarno en Indonésie, Léopold Sédar Senghor qui vient du Sénégal, Habib Bourguiba de la Tunisie, Ho Chi Minh du Vietnam, Patrice Lumumba du Congo et Gandhi qui vient de l'Inde aussi. Et donc il faut savoir que ces élites-là ont participé pleinement dans ce qu'on appelle quoi? La lutte ou bien le processus pour accéder à l'indépendance. On peut citer aussi, comme vous le savez, parmi les groupes de pression, comme on l'a dit tantôt, comme les anciens combattants qui ont eu la chance de participer à la Seconde Guerre mondiale, qui ont eu la chance de découvrir l'Europe à travers la guerre, qui ont eu la chance, n'est-ce pas, de fouler le sol européen, de découvrir les forces et les faiblesses des puissances européennes, mais de revenir en Afrique complètement transformés. Mais pas une transformation physique, mais une transformation mentale. Ça signifie quoi? La prise de conscience. On va toucher directement à la deuxième sous-partie de cette cause, les groupes de pression de la décolonisation. Il faut savoir que quand on parle de groupes de pression, on peut citer ce qu'on appelle quoi? Les intellectuels, mais aussi une quantité de journaux vont apparaître dans les métropoles coloniales et permet aux intellectuels de s'exprimer
et de dénoncer le système colonial. Exemple, Evening News de Kwame Nkrumah, Légitime défense de Césaire, Senghor, Rabé Mandjara. En 1954, ils vont publier quoi? Nation, nègre et culture du professeur Cheikh Anta Diop, qui va apparaître comme une bombe dans la citadelle coloniale. Césaire disait de cet ouvrage qu'il était le plus audacieux qu'un nègre ait écrit et qu'il comptera dans l'éveil des peuples noirs. Cela veut dire quoi? Que le livre de Cheikh Anta Diop va être considéré, va être comparé à une bombe, n'est-ce pas, placé au niveau de la citadelle coloniale. Et donc Césaire nous dit ici que ce livre-là va participer, va compter dans l'éveil des peuples noirs. Ça signifie quoi? Que ce livre va propager, va publier des informations très importantes sur quoi? Qui va permettre aux Noirs de se sentir pas faible, mais de se sentir supérieur, de se sentir pas comme opprimé, mais de se sentir comme quelqu'un qui a participé, qui est entré dans l'histoire, comme les peuples européens ou bien comme tous les autres peuples à travers notre planète. Les étudiants aussi ont joué un rôle important dans la lutte anticoloniale, telle que la FAIANF, née en 1952 à Paris, la WASU, West African Student Union, née en 1956 à Londres. Donc ces groupes de pression, on peut, pour les résumer, on a des journaux, on a ce qu'on appelle des écrivains, on a le cas de Cheikh Anta Diop, on a ce qu'on appelle les étudiants qui ont joué le partition. Donc ça signifie quoi? C'est un groupe qui avait la chance, n'est-ce pas, d'avoir les prérogatives, d'avoir ce qu'on appelle certaines connaissances, certains éléments qui vont les permettre, à travers la littérature, de remettre en cause ce système colonial pour enfin permettre aux Africains de goûter à la liberté comme les autres peuples. Troisième cause, l'émergence du tiers-monde. Quand on parle de tiers-monde, on a tendance à penser que ce sont des pays pauvres. Oui, certes, actuellement c'est ce qu'on pense, mais il faut savoir que ce mot tiers-monde a une longue histoire. Qui l'a utilisé pour la première fois? C'est le français Alfred Sauvy en 1952, qui disait quoi? Que ce tiers-monde ignoré, exploité, méprisé par le tiers-État, veut lui aussi être quelque chose. Il avait écrit dans l'Observateur en août 1952. Donc, quand on parle de tiers-État, en France, ça a existé, n'est-ce pas, des gens qui appartenaient à ce groupe qu'on appelle tiers-État, qui étaient comparés à des gens qui n'avaient pas de droit, qui étaient exploités, qui étaient méprisés. Et donc, pour faire une comparaison, il va prendre ce mot tiers-État, il va mettre tiers-monde, pour dire tout simplement que le groupe constitué par des groupes tiers-monde, ce sont des gens qui sont exploités, certes, qui sont méprisés, mais qui sont sous domination des puissances coloniales. Donc, il faut dire aussi, en effet, que le tiers-monde va constituer une force politique pour la prise en charge des revendications de l'indépendance, notamment lors des conférences de Bandung en 1955, au Caire en 1957, Accra en 1958. Il faut aussi souligner le rôle joué par les grands courants politiques comme le panarabisme, né à la fin du 19e siècle, qui aboutira à la création de la Ligue arabe au Caire en 1945. L'asiatisme, né au début du 20e siècle, sous l'influence du Japon, victorieux de la Russie en 1905. Le panafricanisme, mouvement parti d'Amérique au sein de ces groupes intellectuels noirs et dont le contenu est précisé lors du Congrès de Paris en 1919, Bruxelles 21, Londres en 1923 et à New York en 1927 et surtout à Manchester en 1945. Donc l'ensemble de ces réunions vont se tenir pas en Afrique, mais certains vont se tenir, n'est-ce pas, soit aux États-Unis, bien soit dans certains pays européens. On va aller directement dans la deuxième partie de notre leçon, à savoir quoi, les causes externes de la décolonisation. Cette partie elle est très intéressante. Avant de commencer, on va définir qu'est-ce qu'une cause externe. Par cause externe, chers élèves, il faut comprendre l'ensemble des éléments ayant rendu possible le processus de la décolonisation et qui sont à rechercher hors des territoires colonisés. Elles ont pris la forme d'encouragement et ont précipité la ruine des empires coloniaux. Donc ici, pour ces causes, nous allons commencer par le petit 1 qu'on appelle quoi, l'impact de la Seconde Guerre mondiale et la crise des empires coloniaux. Il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale a joué un rôle important. On a dit au début que la colonisation est un processus fort ancien, mais elle va s'accélérer à partir de 1945. Ça signifie quoi? Que la guerre, on peut le dire, certes a entraîné des morts du côté, n'est-ce pas, des colonies, mais quand même, elle nous a permis, n'est-ce pas, d'ouvrir une nouvelle page, une page qui va s'écrire et une page qui sera, n'est-ce pas, l'élément le plus important, c'est quoi? C'est que les Africains vont découvrir que les Européens ne sont pas supérieurs à nous et que nous, on a le droit, tout simplement, de revendiquer la liberté au même titre que la France, occupée par l'Allemagne, va demander l'aide de ses colonies, demander l'aide des États-Unis et demander l'aide des puissances européennes pour, n'est-ce pas, être libérés. Nous aussi, on a envie qu'après la Seconde Guerre mondiale, que nous aussi, qu'on ait la chance de goûter à cette liberté, comme la France a eu la chance de goûter à cette liberté après, n'est-ce pas, la capitulation de l'Allemagne. Donc, il faut savoir que la guerre a affaibli les puissances coloniales. Tout le monde est d'accord. En 1940, tout le monde le sait, la France
La Belgique, Pays-Bas sont balayés par l'armée allemande. Ces pays ont été incapables de défendre leur empire. Incapables, ça signifie quoi? Ils n'ont plus les forces militaires. Ils n'ont plus, n'est-ce pas, la capacité, n'est-ce pas, de faire face à un pays qu'on appelle l'Allemagne. L'Italie va perdre ses colonies 2 ans plus tard. De même, en Asie du Sud-Est, le Japon met fin aux institutions coloniales et promet l'indépendance au pays qu'il occupe. L'Europe, tout le monde le sait, sort épuisée du conflit et le prestige des métropoles est au plus bas. Et tout le monde le sait, ça signifie quoi? Que la guerre va complètement changer les donnes, n'est-ce pas, sur le plan international. Tout le monde le savait qu'avant 1945, l'Europe était considérée comme le centre de l'univers, où se prenaient toutes les grandes décisions. Mais comme on le dit tout souvent, chacun a son tour chez le coiffeur. Cette fois-ci, les Européens vont céder de place et le donner à 2 grandes puissances qui vont sortir victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. C'est quoi? Les États-Unis et ce qu'on appellerait l'URSS. Donc, enfin, nous allons terminer en disant quoi? Comme en 14-18, les colonies ont fourni des combattants aux Alliés. Ces hommes n'acceptent plus d'être considérés comme des sous-citoyens. Ça, c'est extraordinaire. Le professeur Iba Der Thiam disait et écrivait avec raison que la guerre a permis à plusieurs milliers d'Africains de découvrir l'Europe et la France, leur population, leur mode de vie, si différentes souvent de celles qu'ils avaient connues, et de revenir profondément transformés. Notez bien, chers élèves, la Seconde Guerre mondiale a permis au peuple de couleur de démystifier l'homme blanc. La deuxième cause va porter sur, n'est-ce pas, un élément important. Ça signifie quoi? Le contexte international de 1947 était favorable à la décolonisation. Comment? Il faut savoir ici que les 2 grands, à savoir États-Unis et URSS, soutiennent la décolonisation et les 2 grands sont opposés à la colonisation. Ça signifie quoi? Que pour la première fois, les pays faibles, les pays colonisés, qu'on appelle soit les Africains et les Asiatiques, vont avoir un soutien de taille. Un soutien qui n'est pas à négliger. Pourquoi? Parce que si vous avez le soutien des États-Unis et le soutien de l'URSS, je peux dire que vous pouvez être tranquille parce que vous êtes sûr de pouvoir foncer et accéder à votre indépendance. Parce que ce sont les 2 qui vont sortir, n'est-ce pas, victorieux après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis d'abord, il faut savoir qu'ils sont viscéralement attachés aux idées d'indépendance et de liberté. Car les États-Unis se rappellent qu'ils sont eux aussi une ex-colonie et qui a dû batailler pour son indépendance. De plus, le colonialisme, avec son système de l'exclusif, est une entrave au libre-échange que les États-Unis entendent bien promouvoir en 1945. Cela veut dire quoi? Que le commerce colonial est réservé quasi exclusivement à la métropole. Et donc les États-Unis ont dit, pour accéder à ce marché, pour accéder, n'est-ce pas, à l'ensemble des territoires, pour avoir des échanges, n'est-ce pas, avec presque tous les pays de la planète, il est important de couper ce cordon ombilical. Ça signifie quoi? Le cordon ombilical qui liait la puissance coloniale et ce qu'on appelle les colonisés. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est la politique anticolonialiste de l'URSS. Et plus que idéologique que celle des États-Unis. L'idéologie marxiste-léniniste qui soutient qu'un peuple qui en opprime d'autres ne saurait être libre séduit beaucoup de nationalistes comme qui? Ho Chi Minh du Vietnam, Agostinho Neto en Angola, Samora Machel au Mozambique, Masmoud Diop au Sénégal, Amical Cabral en Guinée-Bissau. Et nous allons finir par l'action de l'ONU, qui va jouer aussi un rôle important, qui va accepter, qui va soutenir, n'est-ce pas, ces pays à accéder à l'indépendance. Le troisième point, tout le monde le sait, de la charte de l'ONU en 1941, accorde à chaque peuple le droit de choisir son gouvernement. De même, la charte de l'ONU 1945 et la déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 insistent sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça signifie quoi? Que ces peuples ont le droit de choisir le propre système politique, le propre idéologie, le propre destin. Ils n'ont pas besoin d'être sous couvert des puissances coloniales. Donc ça signifie quoi? Que l'ONU, à travers ses chartes, à travers ses déclarations, montre que les personnes sont nées libres et égaux en droit. Donc cela veut dire quoi? Que la colonisation n'est plus d'actualité. Il est temps qu'on supprime ce système parce qu'il est contraire à ces chartes qui ont été rédigées en 1945 aux Nations Unies. La conclusion. Pour finir, chers élèves, nous allons dire quoi? Que les relations internationales ont été marquées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le mouvement de la décolonisation des pays d'Afrique et d'Asie. Bénéficiant d'un contexte international favorable, les nationalistes étaient toutefois conscients qu'ils ne pouvaient compter sur eux-mêmes. L'indépendance fut octroyée. Tout le monde le sait, soit arrachée pacifiquement ou bien soit qui va se terminer par une guerre qu'on appelle la décolonisation violente. Chers élèves, je vous remercie de votre attention. Et j'espère qu'on va se retrouver avec d'autres leçons du programme de la classe de terminale. Merci.